réservations. Ouais. Et là, vous êtes beaucoup moins nombreux, au moins 12 réservations. Puis les gens arrivent en plus au dernier moment, mais là, il fait beau, c'est plus difficile. Et donc, merci beaucoup d'être là pour cette avant-dernière conférence de la saison 2024-2025. Content de recevoir Virginie Juliana. Alors, Virginie Juliana, on se connaît depuis très très longtemps, quelques années, voilà. Virginie Juliana, d'abord, a travaillé sur la peinture espagnole et elle est ensuite passée maître de conférence et depuis 1 an, elle est professeure des universités, c'est-à-dire le grade le plus élevé à l'université de Clermont-Ferrand. Et Clermont-Ferrand, c'est vrai qu'on ne le sait pas, on en parlait, mais c'est un grand centre de recherche pour la bande dessinée. Et donc, il fallait quelqu'un qui ait cette approche des arts visuels avec la peinture, parce que finalement, la BD peut aussi s'inspirer de pas mal d'invariants, la couleur, la disposition, la composition des images, des vignettes. Et donc, Virginie a été recrutée sur ce poste-là, et elle est responsable du laboratoire qui s'occupe, sur un gros projet européen en plus, si je me trompe, c'est ça? Pas du laboratoire, du projet européen. Du projet européen, voilà, du projet européen sur la bande dessinée. Donc merci à Virginie d'être là pour nous parler de cette BD. En plus, avec une approche différente, ce sont les autrices. Et souvent, on n'en parle pas assez dans les autrices espagnoles. Parce que l'an dernier, il y avait une conférence sur la bande dessinée, mais c'était la bande dessinée plutôt faite par des auteurs autour de la guerre civile, du franquisme et de la transition. Parce que c'est un collègue de l'Université de Lyon 2 qui était venu. Merci Virginie, ben, tu as le temps dont on a parlé, 40 minutes, il n'y a pas de problème, puis après on discutera. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci Philippe pour cette invitation. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant. Tu l'avais peut-être vu venir, rapport texte-image, évidemment, l'orientation vers la bande dessinée. Donc c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup aussi d'être présent pour cette approche de la nouvelle génération d'autrices de bande dessinée. Alors pourquoi parler des autrices de bande dessinée? Parce que, sans surprise, la bande dessinée, comme la plupart des domaines culturels, était un monde dominé par les hommes. La bande dessinée espagnole, c'est sur laquelle je vais me focaliser aujourd'hui, elle connaît un renouveau actuellement avec cette nouvelle vague d'autrices, des autrices qui se plaît aussi à déjouer certains codes dans le langage même de la bande dessinée pour contribuer aussi à une forme de réinvention, de nouvelles propositions autour de cette bande dessinée espagnole. C'est un mélange savant entre plusieurs choses, l'illustration, l'expérimentation visuelle, la bande dessinée en soi, mais j'y reviendrai donc dans un instant. Voilà, donc le projet européen en question dont parlait Philippe à l'instant, il s'intitule Icon Mix, la recherche sur la bande dessinée ibérique, donc ibérique au sens large, qui inclut l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine. Et donc c'est un projet européen COST qui vise à fédérer tous les acteurs autour de la bande dessinée, non seulement des chercheurs, jeunes chercheurs, mais aussi tout le système industriel, éditorial, tout l'écosystème finalement autour de la bande dessinée. C'est un projet qui a été lancé par Madame la professeure Viviane Alary, qui est donc professeure des universités émérite maintenant à l'université Clermont-Auvergne, qui a lancé ce projet après toute une carrière sur la bande dessinée espagnole. Et donc ce projet qui touche à sa fin, il termine donc en 25. J'ai repris les rênes en 23 et il s'organise autour de différents groupes de recherche autour de thématiques différentes. Actuellement, on est à peu près 200 membres dans ce projet européen. L'un des groupes de travail était sur ce qu'on appelait le WAS, donc sur les autrices, sur les chercheuses aussi, et sur les lectrices de bande dessinée. Je disais donc sur les autrices de bande dessinée, il y a un certain nombre d'activités qui ont été faites au cours des 4 ans, presque 5 de durée de vie du COST, du projet européen. Et l'un des programmes
de webinaire qui a été fait autour des modes de production et de la perspective de genre, perspective féministe. Donc vous avez, si cela vous intéresse, vous avez accès à ces vidéos qui sont en ligne sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc avec des perspectives très différentes. Ici vous avez par exemple la généalogie d'autrices mexicaines, une revue Brigida, c'est une revue chilienne sur d'autrices de bande dessinée. Un webinaire sur, là c'était au point de vue du Brésil, sur l'avortement, sur comment représenter l'avortement dans la bande dessinée. Enfin, il y a eu donc tout un cycle de webinaires qui sont tout à fait accessibles actuellement. Donc, avant de commencer, justement, avant de commencer, j'aimerais vous passer cette petite vidéo qui date il y a 2 jours, puisque cette semaine a eu lieu le salon de la bande dessinée de Barcelone, et l'une des autrices invitées était Marika Vila, et elle affirmait ceci. A mí me sorprendió mirar tan testosterónica que Eugenia se decía y tan paternal y tan patriarcal, ¿no? O sea, que me acuerdo que me sentó un día en su gran despacho y allí me dijo, bueno, nena, tú dibujas muy bien, ya sabes que sigues a una tradición, sigues a Pepe González, Luis García y tú. O sea, tú sabes lo importante que es esto. Hombre, no, si tiene maestros, pero no, es que es una competición que no vas a ganar. Entonces, eres una chica y yo no te veo futuro por eso. Lo haces muy bien, pero es muy difícil que superes a estos. Es que yo no quiero superar a nadie, yo quiero dibujar. Alors, c'est une vidéo qui a été filmée il y a quelques jours, publiée il y a quelques jours, et donc ça représente bien encore pourquoi il est aussi important de parler des autrices de bande dessinée espagnole. Quand on parle de Selecciones Ilustradas, il s'agissait d'une agence de représentation des auteurs de bande dessinée. Et là, on parle donc des années 80. 70-80, donc on disait non, impossible que tu perces dans le milieu parce que tu es une femme. Et donc c'est forcément toute une tradition que l'on voit là. Toutain, Joseph Toutain, qui était une figure de proue de la bande dessinée dans les années 80 de Barcelone. Et ce qui me conduit aujourd'hui à revenir un petit peu sur l'histoire de la bande dessinée espagnole, mais vue par les femmes. Donc la bande dessinée espagnole, imaginez voilà, les antécédents. Imaginez l'Espagne franquiste. Dans les kiosques, les bandes dessinées destinées aux filles. Misticas, Ardillita, Azucena, Florita, qui ne sont pas là pour distraire. Non, elles ont une mission. Apprendre aux petites lectrices à bien se comporter. Donc elles étaient douces, elles étaient obéissantes, et elles étaient prêtes pour le mariage et la maternité. Bref, à devenir des femmes idéales aux yeux du régime. Donc on y apprend aussi que les garçons et les filles sont formellement séparés, hein, ils ne se mélangent absolument pas, et c'est surtout chacun à sa place, et ça ne se discutait pas. Et donc à la fin des années 1950, on voit apparaître quelques tentatives de changement des héroïnes comme Mari Noticias ou Lilian Azafata del Aire. Donc des femmes qui sont plus indépendantes, qui ont un métier, mais qu'on ne s'y méprenne pas. Au bout du compte, on en revient toujours à la même case finale, c'est-à-dire monsieur, la bague au doigt, et madame. Madame qui sourit. En particulier, si on pense à cette Mari Noticias. Mari Noticias, elle apparaît donc en 1962, et elle est née de la plume de Ricardo Acedo pour le scénario et du trait de Carmen Barbara pour le dessin. Et donc c'est qu'en 2010, donc
que la maison d'édition Glénat va le remettre au goût du jour. Car finalement, Mali Noticias, c'est une petite révolution à son échelle. Elle va rompre avec certaines figures traditionnelles, coincées finalement dans les clichés bourgeois, et elle va nous proposer autre chose. C'est ce que d'ailleurs nous signale la chercheuse Tatiana Blanco-Cordon quand elle parle de Mali Noticias, entre autres, et qu'elle parle d'une schizophrénie du genre à cette époque-là. Donc, avec Mali Noticias, on parle d'une femme moderne, active, journaliste, et donc elle incarne cette idée montante et ô combien séduisante qu'une femme puisse être comme ça en plein essor, hein, d'une classe moyenne en plein essor, où les femmes ont également le droit à une vie professionnelle épanouie. Et comme le dit Telen Simois, qui était écrivain, que Philippe connaît bien, et qu'il était aussi un des premiers théoriciens de la bande dessinée en Espagne, le journalisme à cette époque-là, c'était aussi inaccessible et prestigieux que devenir une actrice de cinéma pour une secrétaire. Pour que vous vous fassiez une idée aussi de l'ampleur de ce personnage. Donc, Mali, elle est belle, elle est élégante, elle est indépendante, elle est un peu aussi tête brûlée, hein, c'est ce qui fait son charme, mais c'est surtout aussi l'intrigue amoureuse qui va se dérouler autour d'elle qui va avoir son piquant. C'est-à-dire que son petit ami, Max, est un gentleman en apparence, mais il cache une double identité, un peu comme Superman et Clark Kent, à l'espagnol. Donc il va se présenter, comme vous le voyez ici sur les couvertures, lunettes noires, barbe postiche, un trench, cette veste, et donc il y a cette part de mystère. Et Mali, malgré son flair de journaliste, ne va pas percer ce mystère. Et d'ailleurs, elle va y intégrer l'idée d'un triangle amoureux, c'est-à-dire que son cœur balance entre ces deux personnages, sans pour autant découvrir qu'il s'agit de la même personne. Et donc, selon Antonio Altariba, qui est professeur des universités, mais aussi scénariste de bande dessinée, cette série va aborder des dilemmes moraux avec des thématiques peu explorées pour l'époque, surtout des bandes dessinées destinées à un public féminin. Donc, dès les premières planches, comme dans Miss Scandale, que l'on voit là, on voit Marie tiraillée entre ces deux hommes qui sont en fait le même. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il se passe ailleurs dans le monde? Eh bien, ailleurs dans le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, les choses commencent à bouger. Avec les mouvements féministes, surtout des années 60, certaines autrices vont se lancer dans la bande dessinée alternative, avec souvent via des voies underground, donc de contre-culture, et elles publient avec des titres évocateurs comme Women's Comics ou Tits and Clits. Voilà, avec donc It Let Me Babe de la très grande Trina Robbins. Donc elle parle de sexualité, d'autonomie, du corps, des luttes, et surtout elles prennent la parole dans un univers qui jusque-là ne prenait pas en compte les femmes. Et qu'est-ce qu'il se passe en Espagne? Donc ça, des revues de Grande-Bretagne et la fameuse Anana française, où on voit des autrices telles que Chantal Montellier. C'est vrai, je ne vous ai pas demandé si vous étiez lecteur, lectrice de bande dessinée. Oui. Oui. Donc Chantal Montellier, qui est un grand nom de la bande dessinée en France, dans ce cas-là. Et qu'est-ce qui se passe en Espagne? Une figure de proue, une des pionnières de la bande dessinée, c'est Nuria Pompeia. Nuria Pompeia, c'est une femme qui, dans ces années 90, a osé dessiner avec un ton satirique, avec un ton engagé dans des revues très influentes de l'époque, comme Triunfo, comme Vindicación Feminista. Elle aborde des sujets tels que l'éducation, l'avortement, la maternité, les rapports sociaux, toujours avec humour, mais un humour piquant,
un humour qui dérange et un humour qui fait réfléchir. Hein. Et elle a su aussi parler aux femmes de cette époque d'une manière différente. Ce n'est finalement qu'à la fin de la dictature que d'autres autrices réussissent à faire leur place dans le monde de la bande dessinée en Espagne. Donc, parmi elles, Montse Clavé, un peu plus tard Laura Pérez Bernetti, Marica Vila, pour ne citer donc Marta Guerrero ou Isa Feo, pour ne citer que quelques noms. Hein. Mais ça a été, comme vous l'avez vu, le témoignage de Marica Vila juste avant, hein, ça a été un parcours semé d'embûches. Hein. Donc il s'agissait de redonner du corps et une voix à ces personnages-là féminins, hein, souvent aussi dessinés par les hommes, avec un point de vue masculin. Donc certaines de ces autrices, et puis certaines d'entre elles continuent hein, aujourd'hui à publier. Laura Pérez Bernetti, par exemple, sa dernière œuvre, El Designo. Marica Vila, dans Moderna Secreta, vient d'être aussi rééditée. Et Montse Clavé et Marie Chorda aussi. Donc ce sont des femmes maintenant qui ont pour Laura Pérez Bernetti, Marica Vila, une soixantaine d'années, un peu plus âgée pour Montse Clavé, par exemple. Mais donc certaines de ces autrices avaient commencé dans les fameuses BD qui étaient destinées pour les filles, non? Et comme on le voyait avec Marica Vila, elles ont voulu faire autre chose. Elles se sont accrochées hein, pour faire autre chose. Donc c'était, on laisse de côté les récits mignons, hein, on laisse de côté aussi les récits de femmes dociles, et elles ont pris leurs instruments de dessin pour dénoncer, pour revendiquer, pour secouer les stéréotypes aussi. Donc elles vont créer des bandes dessinées engagées, combatives, féministes. Et donc elles sont rentrées dans cette forme de contestation par le biais des vignettes. Puis donc à partir des années 80, hein, c'est une toute nouvelle génération qui arrive. J'en ai cité donc quelques-unes. Et elles vont en particulier se focaliser sur une bande dessinée plus sensuelle également, hein, on parle de contre-culture, plus personnelle, plus expérimentale aussi. Et donc elles vont publier pour cela dans des revues spécialisées en Espagne, comme El Víbora, comme Rambla par exemple, ou encore dans d'autres magazines soutenus comme Madrid. Hein. On n'est plus dans une forme de fanzine de création clandestine, hein. On est dans un paysage culturel qui commence à les reconnaître. Mais comme vous le voyez, c'est encore un parcours très difficile. Mais voilà qu'à la fin des années 80, le marché s'effondre. Le marché s'effondre, le monde de la bande dessinée entre en crise, l'économie aussi s'essouffle, hein, et beaucoup de revues vont fermer, et plusieurs autrices doivent se réorienter, doivent se réinventer. Et malgré ce climat morose, finalement, deux albums collectifs voient le jour au début des années 90. Donc Los Derechos de la Mujer, un ouvrage collectif avec plusieurs autrices de bande dessinée, et cette publication géniale de Marica Vila, Cambio el polvo por el brillo. Donc ce sont deux publications qui avaient une portée plutôt confidentielle hein, à l'époque, mais elles reprennent d'une certaine façon le flambeau hein, des luttes qu'elles avaient commencées dans le 9e art. Et de cette graine-là, on va faire un saut temporel jusqu'en 2013. 2013 où les collectifs d'autrices vont commencer à s'organiser, non seulement en Espagne, mais aussi en France. C'est par exemple le cas donc collectif d'autrices Autoras de Cómic, qui est encore très actif aujourd'hui, hein, qui est plus actif que jamais, je dirais, et le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. Il faut savoir que ces deux collectifs d'autrices, l'union fait la force, et elles se sont jumelées.
elles se sont associées justement pour avoir donc cette ambivalence. Dans les autores économiques, ce mouvement aussi, Wombastic, il est né, ce mouvement est né en 2014 suite à un projet de loi qui a ensuite été réformé, de loi contre l'avortement. Et c'est donc des autrices qui se sont réunies pour revendiquer justement ce droit. Une loi donc, qui a été ensuite abrogée en 2014. Et donc on retrouve cette montée en puissance des collectifs d'autrices. Quelle est leur mission actuelle? C'est que dans ce monde dominé par les hommes, il est important de se rassembler, de s'organiser, de faire des propositions justement pour faire bouger et avancer les choses. Dans le cas des collectifs de créatrices de bande dessinée contre le sexisme, là aussi, l'idée a germé en 2013, et puis un des éléments déclencheurs est arrivé en 2015 lorsque le centre de la bande dessinée, le centre belge de la bande dessinée, avait proposé une exposition de la BD des filles. BD des filles, un projet, disons, rose bonbon, qui proposait voilà, de la BD pour les fillettes à celle des dames romantiques et solitaires. Enfin bon, vous voyez l'esprit. Et donc les autrices de bande dessinée ont immédiatement réagi pour montrer que ce projet était non seulement sexiste mais aussi caricatural. Et donc si le sujet vous intéresse, sur le collectif des créatrices de bande dessinée, on voit tout un tas de témoignages qui sont plus aberrants les uns que les autres sur tous ces commentaires que peuvent recevoir les autrices de bande dessinée. Avec bien sûr la question fatidique qui leur est posée à chaque fois, qu'est-ce que ça fait d'être autrice dans un monde d'hommes? Voilà, dans la bande dessinée. Donc aujourd'hui, par chance, on commence à voir les fruits. On commence à voir les fruits de ces collectifs. On a des femmes créatrices donc, de bande dessinée reconnues, visibles, libres aussi de raconter ce qu'elles veulent, et ça c'est très important, et de le raconter comme elles l'entendent aussi. C'est-à-dire qu'au niveau aussi bien esthétique, artistique que au niveau du contenu narratif, elles sont complètement libres de faire ce qu'elles veulent. Mais pour cela, donc, elles ont dû batailler un moment, comme vous l'avez bien compris. Mais grâce à elles, surtout, la bande dessinée espagnole commence aussi à changer un peu de visage. Et donc là, on parle, on va dire, depuis une trentaine d'années, si on prend en considération aussi dans le monde universitaire des initiatives pionnières. Je pense notamment à la thèse de doctorat de Madame Viviane Allaride, que j'ai mentionnée auparavant, qui en 1994 déjà avait proposé une thèse sur l'émergence du féminin dans la bande dessinée espagnole. Un sujet qui ne passe pas inaperçu. Donc ces voix féminines, et c'est là aussi l'un des axes qu'on tâche de développer dans le projet européen, c'est le fait de visibiliser non seulement les autrices, mais aussi les chercheuses en bande dessinée. Donc ce tournant dans la bande dessinée espagnole a été rendu possible par différentes voies, notamment avec l'essor du roman graphique. Le roman graphique a fait débat, de nombreuses théories autour du roman graphique, qui maintenant on est passé donc au-delà de ce débat, et le roman graphique sert plus d'étiquette éditoriale plus que de définition, puisque le fait de vouloir définir ce qu'est un roman graphique, ce serait une tâche un peu vaine. Mais
grâce donc, au roman graphique qui a aussi contribué à ce nouvel essor de la bande dessinée, ça a ouvert la voie à de nouvelles formes de récits aussi. D'autre part, on a connu, maintenant on connaît un essor des maisons d'édition indépendantes, puisque le marché éditorial est extrêmement important lorsqu'on parle de bande dessinée, mais aussi les années 2000 veulent dire l'essor de la technologie, et en particulier les plateformes numériques. Pourquoi? Parce que les autrices n'étaient plus obligées de passer par une maison d'édition, mais elles pouvaient le faire à travers des blogs. Ça a été notamment le cas d'une autrice, l'autrice par exemple Raquel Córcoles, que l'on connaît plus sous le nom de Moderna de Pueblo, qui a été aussi l'une des premières à diffuser son travail comme ça par le biais des blogs. Et maintenant, on a cette avalanche sur les réseaux sociaux, et en particulier Instagram. Mais aussi une reconnaissance au niveau institutionnel, notamment par l'attribution du prix national de bande dessinée. La première à l'avoir reçu est Ana Peñas en 2018. En 2018, puis Cristina Duran et Laura Ballester, avec aussi Miguel Ángel Ginerbao en 2019 avec El Día 13. El Día 13 raconte l'histoire de l'accident de métro le plus meurtrier qu'il y a eu à Valence en 2006, à quelques jours de la visite du pape. Et donc cet accident meurtrier qui a causé la mort de plus d'une quarantaine de personnes et en a blessé tout autant, a été géré par les autorités d'une manière très peu satisfaisante, pour dire d'une certaine manière. Et donc c'est cette histoire-là que l'on retrouve dans cette bande dessinée qui a gagné le prix national en 2019. Et donc 2024, nouveau prix national de bande dessinée, Bea Lema, El Cuerpo de Cristo, traduit en français par Des mots à dire, qui est un absolu chef-d'œuvre, et je reviendrai dessus dans un instant. Donc cette reconnaissance donc, de la part des institutions, même si il n'y a pas encore assez de reconnaissance pour les autrices, on est quand même sur la voie, sur un début d'initiatives qui sont très prometteuses. Donc pour ces autrices de bande dessinée espagnole, pour cette nouvelle génération, elles vont s'emparer de différents types de sujets avec plusieurs grandes thématiques. La première, ce serait l'intime et la mémoire. Philippe évoquait il y a un instant la guerre civile espagnole. Comment est vue la guerre civile espagnole par des femmes? Ce sont les femmes qui sont passées sous silence. Les femmes qui sont passées sous silence, donc des récits introspectifs, une mémoire personnelle qui devient une mémoire collective, finalement. Donc elles interrogent le poids des liens familiaux, de l'héritage, l'identité également, la question du déracinement. Et donc pour ça, il y a deux nouveaux exemples. Nadia Afid, sur laquelle je reviendrai, et la bande dessinée Gazpacho Agridulce de Quanzu, qui parle donc de ces rapports d'immigrés, par exemple, dans le cas de Gazpacho Agridulce, c'est une autrice de parents chinois qui raconte justement son expérience, et du côté de Nadia Afid, de parents marocains. Et donc tous les défis auxquels elles font face, notamment. Donc le premier point. Le deuxième point, ce serait le féminisme, la fiction aussi sociale. Donc elles ne se contentent pas d'un regard individuel, mais elles vont bien au-delà, avec une réflexion plus large sur la société. Et enfin, le troisième point, ce serait l'expérimentation graphique. Expérimentation graphique et aussi narrative. Elles vont donc faire des choses complètement nouvelles. Donc la première dont je vais vous parler, pour cela j'ai choisi cette autrice,
non pas parce que c'est un bon nombre, mais parce que la majorité d'entre elles sont traduites en français. Si vous souhaitez donc aller voir leur travail. Donc Ana Peñas, je le disais, prix national de bande dessinée, qui a publié donc 2 bandes dessinées. La première, Estamos todas bien, et la deuxième, Todo bajo el sol. Dans la première, elle va évoquer l'histoire personnelle de ses grands-mères, Herminia et Maruja, donc 2 grands-mères avec deux fonds différents, et elle va les interroger donc, sur les défis auxquels elles ont été confrontées. Donc là, c'est un extrait de Estamos todas bien, donc de la grand-mère, non, avec aussi ces récits sur la jeunesse, qui sont le reflet d'une époque aussi, et avec des normes sociales très strictes sous le franquisme. Ce sont des narrations c'est une narration autour de la vie quotidienne aussi, des gestes quotidiens de ces femmes-là. D'ailleurs, l'une d'entre elles se demande pourquoi est-ce que sa petite fille veut faire une bande dessinée sur sa vie, qu'elle choisisse un sujet un peu plus intéressant. Et donc c'est justement ça qui est mise en valeur dans cette bande dessinée. Donc c'est une bande dessinée qui a été, un roman graphique qui a été largement reconnu, a eu un certain nombre de distinctions. Et dans le cas de Todo bajo el sol, là, on est sur un parcours très différent, puisque là, on va être plutôt sur une critique des effets du tourisme, surtout à la fin des années 60, début des années 70, quand l'Espagne a commencé à plébisciter le tourisme sur les côtes espagnoles, le fait de construire sur les littoraux, si vous avez eu l'occasion de le voir. Donc elle parle de ce processus-là, de la spéculation aussi immobilière. Et donc il s'agit, l'histoire va se dérouler sur plusieurs décennies, donc il s'agit aussi d'une narration intergénérationnelle et aussi une critique de ce modèle touristique qui est d'absolu désastre écologique. Quelques mots aussi peut-être sur sa technique. Ana Peñas travaille par le biais de décalcomanie. Donc c'est la raison pour laquelle on peut voir comme des fragments aussi de photographies qui sont sur l'image qu'elle ensuite publie. Voilà. Alors, Bealema, on y vient. Bealema dans ce Cuerpo de Cristo, c'est une bande dessinée, un roman graphique qui va plonger au cœur des problèmes de santé mentale et aussi de relations familiales, en particulier à travers l'histoire de Vera, d'une mère et de sa fille. Donc c'est un récit qui est tiré de sa propre histoire, qui donc a été à l'origine un récit beaucoup plus court, et qui ensuite un récit beaucoup plus court qui ensuite a été développé comme roman graphique. Donc on trouve une narration absolument saisissante, puisque d'un côté on a ce dessin presque dans un style naïf, et de l'autre côté on va intégrer de la broderie. Broderie qui est l'héritage familial, donc il va se dérouler presque 2 histoires en parallèle. L'histoire de cette mère et de cette fille, et l'histoire de la mère, du passé aussi de la mère. On parle d'un ancrage très profond dans les terres galiciennes, ici. Toutes les croyances qui sont en lien avec cela. Donc et donc elle va parler de ces problèmes mentaux, et donc cette image aussi que je trouve extraordinaire de cette fille qui en réalité berce sa mère, et en lui disant « je m'occupe de toi ». Donc c'est véritablement un récit très poignant, puisque cette mère est nourrie par tout un imaginaire lié à la religion également, à la culture de l'époque.
verra donc cette petite fille va grandir dans un environnement où on ne la comprend pas, où il y a une compréhension générale dans la famille, on ne comprend pas ce qui se passe à la mère. Donc c'est un récit finalement très très personnel aussi. Donc à chaque fois, pour comprendre les différentes étapes, comment elle va se sentir de plus en plus isolée, aussi les dilemmes par sa fille, puisque sa fille s'occupe de sa mère, donc elle hésite aussi, est-ce qu'elle a le droit de vivre sa propre vie par rapport à cela. Donc vraiment, c'est un récit d'une grande sensibilité que je vous recommande. Et pour moi, l'une des meilleures créations qui s'est faite ces derniers temps. Donc, quelques images là, avec ce diable qui danse. Une question Ouais. juste, c'est de la broderie, mais pas dans le livre, c'est la broderie dessinée. Alors, c'est sa broderie qui ensuite est intégrée dans le livre. Mais par ailleurs, à chaque fois, elle fait des expositions où elle affiche sa broderie. Et c'est d'ailleurs elle qui a fait la dernière affiche pour la journée de la bande dessinée en Espagne, qui a lieu le 17 mars. Et là aussi, donc, elle avait brodé, et à chaque fois après, c'est ce qu'elle dit, et intégré dans le livre. Donc là aussi, graphisme unique, une correspondance aussi, un dialogue entre les arts qui aussi digne d'un grand intérêt. Cette manière donc d'intégrer différents médiums, le dialogue au sein même de l'œuvre est spectaculaire ici. Donc je reviens sur Nadia Hafid. Nadia Hafid que j'ai mentionné juste il y a un moment, avec El Buen Padre, le bon père. Le bon père, donc Nadia Hafid a une manière de faire de la bande dessinée qui ressemble aussi au design, voilà, une partie graphique, pardon. Donc Nadia Hafid, elle va explorer un thème qui lui est cher au niveau de l'immigration, du déracinement. L'histoire, c'est celui d'un père, mais qui est complètement perdu, qui est rejeté, qui est aussi au sein même de sa propre famille. Il va donc avoir ce mouvement d'abandon, puisqu'il est donc on ne sait pas ce que deviendra le père, mais le père se sent perdu, humilié. C'est une bande dessinée qui va aborder aussi la précarité, la discrimination. Ça, c'est un sujet très important pour la nouvelle génération d'autrices, la précarité. C'est un sujet qui revient fréquemment sur le tapis. Donc on a un style, somme toute, assez minimaliste, des grands aplats de couleurs, mais avec une grande force également émotionnelle qui s'en dégage. Là, on a chaque planche va devenir une planche de la mémoire, et on va avoir aussi deux récits en un, puisqu'on a l'époque actuelle, donc cette femme qui est au bar, et de l'autre côté, ses souvenirs d'enfance où son père était alcoolique, il était perdu, humilié, incapable aussi de s'intégrer pleinement dans la société. Et donc toute cette bande dessinée reflète cette solitude. Après son premier ouvrage, donc là aussi quelques images de Le Bon Père. Donc vous le voyez, on a des formes très géométriques, presque abstraites parfois. Et pour autant, la narration qui s'en dégage est parlante, si je puis dire, puisqu'on a donc tous ces personnages, on n'a pas besoin d'avoir des traits très définis sur leur visage pour comprendre ce qu'il est en train de se passer. Mais il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas d'écrit. Alors, dans la sélection, non, mais il y en a un peu. Il y a un peu de dialogue, mais ce sont très peu et très courts. Et à chaque fois, donc, on a une forme de progression en fait, dans les vignettes qui fait que
on a des éléments, les éléments importants sont mis par écrit, mais la plupart du temps on est dans cette forme de vague qui emporte, hein, la vague de la vie quotidienne, des éléments aussi de la vie quotidienne et de ce rejet du père. Dans son deuxième roman graphique, Chacales, qui lui n'a pas été traduit, il me semble, en français, là elle va suivre le destin de 3 personnages issus de milieux différents et qui sont tous confrontés à un trouble explosif intermittent, c'est-à-dire qu'ils ont des crises de colère incontrôlables. Là aussi, thématique, le racisme, l'immigration, la solitude, la dépression aussi, et les inégalités sociales. Donc on est dans une autre forme de récit. Vous voyez au niveau du style graphique, on va dire, ça ne change pas. C'est aussi dans une palette chromatique qui est finalement très sobre. On va avoir que quelques couleurs qui sont déterminantes comme ça, nébules très succinctes, mais pourtant on va avoir cette force au niveau de l'image. Et sa dernière publication, c'est donc elle est en catalan, elle vient de sortir en espagnol et donc elle n'est pas encore traduite en français, c'est Mauvaise odeur, littéralement. Mauvaise odeur, donc là on change d'ambiance, on est dans une entreprise modèle qui vante des valeurs de diversité et d'inclusion, mais il y a cette mauvaise odeur. Quelle va être cette mauvaise odeur? Ce sont donc une odeur persistante dans les bureaux. Hein. La protagoniste est la seule employée à la peau foncée et elle va devenir le bouc émissaire dans cette entreprise qui pourtant s'affiche avec des valeurs d'inclusion. Hein. Donc là on touche aussi à la discrimination, à la forme de harcèlement aussi, des micro-agressions quotidiennes et forcément du racisme. Donc là, on est encore dans le même style graphique. Ensuite, j'aimerais vous parler de Maria Medem. Je ne vais pas trop déborder. Alors, Maria Medem, il y a beaucoup à dire. Maria Medem, elle va être une représentante d'un autre courant dans la bande dessinée qu'on appelle la poésie graphique. Poésie graphique, donc là aussi, elle va être sur une façon de faire la bande dessinée radicalement différente de ce que l'on peut retrouver. Ça va être du ressort du conceptuel aussi, avec donc des œuvres telles que Zénith et À cause d'une fleur. À cause d'une fleur en particulier, c'est une bande dessinée qui va raconter l'histoire d'Antonia, la dernière habitante d'un village déserté et peuplé uniquement de chiens, et un beau jour vient une fleur. Et cette fleur, donc, elle va prendre soin de cette fleur. Le soin de cette fleur va devenir son obsession quotidienne. Et elle va aussi exprimer son besoin de revivre des moments heureux. Donc voici quelques planches de Por culpa de una flor, donc là aussi où on rompt d'une certaine manière avec des schémas plus traditionnels de ce que l'on a l'habitude pour la bande dessinée. On est véritablement dans le conceptuel, on est aussi dans une forme aussi d'hommage à la terre, du rapport à la terre, sa terre andalouse. C'est un ouvrage qui a imprégné des grands poètes andalous et aussi de cet attachement que on peut retrouver. Donc vous voyez cette tomate finalement qui devient le cadre de notre page. Voilà, donc là aussi peu de texte selon certaines pages. Mais donc on a une force expressive cette fois-ci dans le dessin. Donc je vais peut-être passer un peu plus rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Chez Laura Pérez, qui est différente de Laura Pérez Bernetti, que j'ai évoquée auparavant.
Là, on parle de Laura Pérez Granel. Donc c'est une jeune autrice, là aussi, qui elle, va explorer le lien plutôt onirique, avec une bande dessinée, aussi avec une partie illustration. Donc elle va explorer ce monde de la peur, de la solitude aussi, mais à travers les rêves. Hein. Donc on a différents opus comme ça, avec cette exploration hein, entre et une manière de gommer un peu les frontières entre le réel et l'irréel. Nuria Tamalit. Nuria Tamalit. Alors là, on change aussi de registre. Nuria Tamalit, qui est une jeune autrice de bande dessinée, qui a gagné aussi un certain nombre de prix, qui a travaillé avec des maisons d'édition en France. Et là, on est dans une forme de bande dessinée engagée avec plusieurs directions, notamment avec focalisée dans le cas de Toubab, c'est la traduction française, en espagnol il s'intitule Dos Monedas. Elle va parler du voyage d'une adolescente au Sénégal, dont l'objectif est de collaborer à la construction d'une bibliothèque et d'une station de radio, mais là aussi elle va être confrontée donc, à un certain nombre de stéréotypes, et donc elle va s'employer à déconstruire certains préjugés. Et dans le cas donc, de Géante, on parle d'un conte, et dans la Louve boréale, ça va être une espèce de réinterprétation des récits de Jack London, mais au féminin. Au féminin, donc là, elle va placer les femmes dans cette posture d'exploratrice aussi. Elle va, d'une certaine façon, retourner aussi les rôles de l'aventure qui étaient jusque-là réservés aux hommes. Et surtout, elle est très impliquée dans le rapport à la nature. Le rapport à la nature, la relation avec la nature, et il y a peu, elle a participé à un volume collectif qui s'intitule Ecotopias, donc sur la manière de penser à un futur qui serait plus respectueux de la nature, de l'écologie. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des solutions, justement? Et c'est un ouvrage qui a été fait en collaboration avec Greenpeace. Voilà. Donc pour vous montrer à quel point cette génération d'autrices est une génération d'autrices engagées, avec des causes très profondes, des causes qui touchent toute la société. Donc là, vous voyez le cas de la louve boréale et de Toubab, donc à côté. On a un style aussi graphique très reconnaissable, c'est-à-dire qu'elle fait ses visages avec des yeux sans pupilles. Hein. Donc ce sont des personnages pourtant très expressifs, et on a un traitement très marqué donc, de ce rapport à la nature qui est extrêmement important. Et là, on sort complètement du cadre pour faire la transition. Marta Cartu, qui est une autrice de bande dessinée, elle n'a pas publié en France, mais elle a actuellement une bourse entre Angoulême, le Canada et le Pays Basque. Donc elle a travaillé en France, et notamment maintenant son œuvre, il me semble que toujours, est exposée à Angoulême, dans un projet collectif. Donc elle va explorer plutôt les rapports à la technologie. Son œuvre principale s'appelle Hola Siri. Et donc on est sur, là aussi, une forme de bande dessinée qui sort du cadre. Donc voilà, la bande l'exposition de bande dessinée Constellation Gráfica, qui était d'abord présentée au centre de culture contemporaine de Barcelone, qui est ensuite itinérante. Et donc là, vous avez cette photo avec les artistes qui exposent. Je n'ai malheureusement pas pu parler de toutes les artistes. Là, vous en avez un certain nombre. Mais il y a aussi, donc il y a plusieurs choses qu'elles ont en commun, ces autrices, cette nouvelle génération d'autrices de bande dessinée. Elles ne se contentent pas
de reprendre des codes. Elles vont au-delà, elles sont dans l'expérimentation, elles sont dans une forme complètement renouvelée aussi de la bande dessinée, qui s'inspire aussi et qui absorbe d'autres sources d'expression, d'autres formes d'expression. Et donc elle participe aussi largement au fait de redéfinir le paysage de la bande dessinée. Elles vont aussi beaucoup se déplacer. Elles sont souvent invitées et se déplacent donc par le biais de bourses ou de résidences d'artistes, mais aussi elles sont dans une perspective de faire connaître leur travail, donc elles bougent beaucoup aussi à ce niveau-là. Et elles vont aller au-delà aussi du cercle de la bande dessinée, puisqu'elles touchent à d'autres secteurs. Pour la majorité d'entre elles, ce sont des autrices formées. Il existe maintenant des écoles de bande dessinée, des masters de création et bande dessinée, chose qui n'existait pas en tant que telle auparavant. On avait des formations en beaux-arts, on avait des formations de ce type-là, et aujourd'hui donc on a non seulement les beaux-arts, mais aussi le design graphique et des formations de bande dessinée. De plus, on va aujourd'hui retrouver cette partie institutionnelle qui reste encore timide. On va prendre encore un petit peu des gants, mais disons qu'il y a une plus grande reconnaissance institutionnelle à ce niveau-là. Même si c'est encore trop peu fréquent, le prix national de bande dessinée en 2018 pour Anna Peña, ça a été véritablement un choc dans le milieu. Ça a été quelque chose de nouveau, puisque jusque-là, aucune femme n'avait gagné. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des autrices. Là, je vous ai donné juste un petit échantillon, mais bien sûr, on compte par dizaines, voire centaines. Et donc, ces autrices-là vont aussi passer par d'autres circuits, par les fanzines, par l'édition indépendante, qui leur permettent un plus grand champ d'expérimentation. Là aussi, avant d'entrer en contact avec d'autres maisons d'édition. Donc, il y a différentes voies. Elles vont aussi avoir un impact sur la nouvelle génération d'autrices. Sur les nouvelles générations qui arrivent, puisqu'elles deviennent finalement des modèles à suivre. Là, c'est de l'exposition, j'ai parlé des artistes d'avant-garde. Vous voyez que les exemples que je vous ai montrés sortent de tout ce qu'on pouvait connaître, et sur la bande dessinée. Et donc, là aussi, ça ne fait que commencer. Et enfin, et peut-être le point le plus important, on parle d'autrices engagées. Autrices engagées qui n'ont pas froid aux yeux et parlent de sujets extrêmement importants, extrêmement aussi tabous pour certains. Tout ce qui est en rapport aussi avec l'intimité, avec l'expérience soit qu'elles ont pu vivre elles-mêmes, soit qu'elles apprennent d'autres figures, de leurs aïeuls en particulier. Donc là aussi, on est avec différentes perspectives, mais dans tous les cas, un point de vue franc et marqué. Donc finalement, là aussi, image de ces derniers jours, c'est l'autrice qui a gagné le prix Révélation au Salon de la bande dessinée de Barcelone sur Vanguardia es una mujer de Clara de Frutos. Donc il était important de le souligner. Donc en conclusion, et je vais m'arrêter avec ça, on parle d'une reconnaissance laborieuse mais croissante des autrices de bande dessinée espagnole. On parle d'autrices qui ont commencé un changement qui est progressivement et de plus en plus répandu. On parle aussi dans le milieu académique, universitaire, de travaux qui sont menés sur les autrices de bande dessinée espagnole. Et l'un des points aussi extrêmement intéressants à ce sujet, c'est de reconstituer ces généalogies d'autrices espagnoles. Puisque si, généalogie d'autrices en général, et espagnoles en particulier, puisque si on n'en parlait pas auparavant, ce n'est pas parce qu'elles n'existaient pas. C'est parce que véritablement elles étaient là aussi passées sous silence.
Donc nous avons on trouve de nouvelles façons de faire de la bande dessinée, donc au féminin. Et ces autrices ont contribué non seulement à explorer de nouvelles voies pour ce qui est du médium, pour ce qui est de la bande dessinée, mais elles contribuent aussi à changer notre regard sur l'art, sur ce qui nous entoure, hein, sur la culture qui nous entoure et qui est en constante évolution. Donc il y a encore du chemin à faire, mais il est sûr qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci Virginie. Donc si vous avez des questions,